Donc moi, je m'appelle Clara, je suis étudiante à la maîtrise, non, au doctorat maintenant, à Polytechnique Montréal et je suis sous la direction de Sophie et une autre Sophie qui n'est pas là aujourd'hui, qui est professeure à l'INRS. Et pour les 4 prochaines années, j'ai choisi de m'intéresser aux initiatives citoyennes de transition socio-écologique et à leur place dans la transition circulaire. Donc je vais définir un petit peu ce que c'est que j'appelle les initiatives citoyennes de transition socio-écologique. Et globalement, ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est là où j'en suis dans ma revue de la littérature. Donc, ça va être ça mon apport. Je vais souligner les lacunes et puis vous expliquer à la fin un peu rapidement ce que je compte faire, les objectifs de ma recherche et ma méthodologie envisagée. J'ai pris mon petit carnet pour prendre des notes. Si vous avez des retours, des conseils, je les prendrai. Merci. Et c'est à moi de passer les petites diapositives. Juste pour vous donner un peu de contexte, j'ai terminé ma maîtrise en décembre 2023. Donc j'avais aussi travaillé avec Sophie Bernard. Et puis c'est une maîtrise qui m'a vraiment permis d'explorer les aspects sociaux de l'économie circulaire, puisque j'ai travaillé sur la qualité du travail et de l'emploi. Plus spécifiquement en économie sociale et solidaire. Et c'est vraiment des secteurs qui m'ont beaucoup parlé. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de continuer au doctorat en septembre, depuis septembre, et de continuer à m'intéresser aux enjeux sociaux de l'économie circulaire. Cette fois, peut-être avec une autre perspective, puisque je m'intéresse au lien entre l'économie circulaire citoyenne et les politiques publiques. Et puis, j'ai intégré un volet sur les questions du genre. Puis je vais vous expliquer un peu ça. Donc, ma présentation, elle se structure, on dirait qu'il y a 6 parties, mais en vrai, il y a 2 parties. Il y a une partie revue de la littérature où j'explique un peu où est-ce qu'on en est dans la littérature en termes de transition circulaire. Qu'est-ce que c'est les initiatives citoyennes de transition socio-écologique et pourquoi je parle d'inégalité de genre. Et puis une deuxième partie qui va être vraiment plus rapide en fait, où comme j'ai dit, je vais vous présenter mes objectifs et ma méthodologie envisagée. Donc allons-y, je bois de l'eau. Hum, Je vais pas réexpliquer ce que c'est l'économie circulaire. Je pense que on est tous et toutes au courant. Par contre, souligner le fait qu'aujourd'hui, dans la littérature, on assiste à l'émergence de 2 courants de pensée en économie circulaire. Il y a un courant de pensée qui est plus traditionnel, on va dire, plus mainstream, qui est l'économie circulaire, qu'ici j'ai appelé technocentrée, mais elle pourrait prendre d'autres noms. Et c'est une économie circulaire qui s'appuie beaucoup sur l'idée du progrès technologique, qui met beaucoup l'accent sur les aspects environnementaux, les aspects économiques. C'est vraiment, je dirais, le paradigme d'économie circulaire qui est privilégié aujourd'hui dans la politique publique. Et puis, malheureusement, c'est une économie circulaire qui a tendance, c'est très clair dans la littérature, à négliger les aspects sociaux. En réponse un petit peu, on a un deuxième courant de l'économie circulaire qui émerge dans la littérature, qui est une économie circulaire qu'ici j'ai nommée holistique, mais au même titre, elle pourrait porter d'autres noms. Donc elle, pour le coup, elle prône plutôt l'utilisation de technologies qu'on dit conviviales ou des low-tech. Parfois, on l'appelle l'économie permacirculaire, ça vient d'un article qui est super chouette, j'ai mis la référence si vous voulez aller le lire, c'est vraiment facile et puis c'est super intéressant. Un article qui fait le lien entre l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire. Et c'est une économie circulaire qui s'appuie beaucoup dans sa transition sur les initiatives citoyennes, sur la citoyenneté, donc vraiment une approche, je veux dire, par le bas, bottom-up. Le problème, c'est que dans cette littérature-là, pour l'instant, il y a un peu une lacune empirique, c'est un courant qui est un peu plus nouveau, on va dire, relativement que l'économie circulaire technocentrée, et donc on manque un peu d'expérience terrain. Je vais vous parler des différentes stratégies de transition vers l'économie circulaire. Évidemment, on ne va pas toutes les nommer, mais il y en a à différentes échelles. Je commence par donner l'exemple du Canada, avec lequel on est tous et toutes assez familières, je pense. Euh, le Canada, c'est quand même un intérêt naissant pour l'économie circulaire bon, à l'échelle globale, comparativement à l'Europe, par exemple. Ce qu'on voit, c'est que, bon, déjà, il y a peu de papiers qui étudient la transition circulaire au Canada. Et ceux qui l'étudient, quand même, démontrent qu'il y a une vision qui est assez proche de celle de l'Union européenne. Pour l'instant, on se calque pas mal sur ce modèle-là.
et donc mettre en avant une vision très technologique et numérique de la transition. Et puis, on a Montréal qui se positionne vraiment comme chef de file de la transition circulaire à l'échelle de l'Amérique du Nord. Puis là, en ce moment, il y a le plan d'action qui est sorti. Et ça démontre bien, je pense que c'est... Peut-être que je vais pas dire de bêtises, je ne dis pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Au niveau de l'Union européenne, on a une stratégie qui est unifiée, qui met vraiment l'accent sur les technologies vertes, qui a une vision très apolitique de l'économie circulaire, mais qui adopte un discours holistique. Donc là, on se rappelle ce que je viens de te dire, là, les deux paradigmes. Par contre, bon, quand on regarde ce qui se passe réellement dans la mise en place, on est quand même plus proche de la modernisation écologique que de l'économie circulaire holistique. Évidemment, chaque ville européenne a des spécificités. Je vais passer rapidement là-dessus, mais par exemple, à Londres, à Glasgow, on a plutôt une vision très business. C'est une opportunité de faire du cash. À Bruxelles et à Amsterdam, on a un discours qui est très holistique aussi, mais une mise en place qui est un peu... il y a des lacunes par rapport aux espaces de participation citoyenne notamment. Par contre, à Paris et à Barcelone, il y a beaucoup d'espaces qui sont créés. Il y a beaucoup d'investissements pour dégager, c'est ça, des espaces citoyens de transition circulaire. Et puis, il y a, alors là, j'ai appelé ça stratégie citoyenne locale, et je pense que celles et ceux qui les pratiquent les nomment pas comme ça, mais on peut en discuter. Il y a de plus en plus des citoyens et des citoyennes qui partent la transition circulaire à leur échelle par des initiatives, en faisant par exemple des Repair Café, des Makerspace, il y en a à Montréal. Euh, et c'est des espaces qui fleurissent de plus en plus. Donc, pour le coup, là-bas, on porte une vision très ascendante de la transition, très par le bas. La problématique qui se pose, c'est que pour l'instant, c'est des initiatives qui sont très peu étudiées parce qu'elles agissent beaucoup dans l'informalité. Donc, c'est très difficile à rejoindre et surtout, elles ne s'identifient pas nécessairement comme appartenant à l'économie circulaire. Donc là, on a un petit problème en termes de communication. Comment est-ce qu'on fait pour les recenser correctement? Il y a par exemple cet article qui est assez intéressant, qui se propose de les étudier à l'échelle globale, qui en a trouvé 300, il y en a évidemment bien plus que ça, et puis qui en a trouvé surtout concentré en Europe, mais c'est comme il y en a partout dans le monde, ça montre pas qu'il y en a que en Europe, ça montre juste la difficulté de rejoindre ces initiatives-là. Les initiatives, donc là j'en parle beaucoup depuis tout à l'heure, il faut définir l'objet. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions qui sont menées par des citoyens et des citoyennes et qui ont un ancrage qui est très local. Euh, La définition que je donne est la définition que moi j'adopte. Évidemment, on pourrait en adopter une autre, et il y en a d'autres dans la littérature, mais c'est ça que moi j'ai choisi d'étudier. Quand je parle d'ancrage local, je parle vraiment de la rue, du quartier, pas plus que ça. C'est des initiatives qui s'ancrent dans le quotidien et qui transforment les pratiques du quotidien avec une visée environnementale. Et donc là, on convoque le concept d'environnementalisme du quotidien qui est un concept intéressant. On ne fait plus de l'activisme environnemental en allant manifester, mais en transformant ces pratiques. Selon certains auteurs-autrices, c'est une forme de participation publique et parfois même politique. Et puis, ce sont des espaces d'autonomie citoyenne. Je vais détailler un petit peu là-dessus après. Comme je l'ai dit, les initiatives citoyennes ne font pas nécessairement le lien avec l'économie circulaire elle-même, mais nous, on peut le faire. On peut s'amuser à relier des initiatives et des exemples que je vous donne avec des différentes stratégies en économie circulaire. Donc, par exemple, toutes les initiatives zéro déchet s'identifient pas forcément comme faisant partie de l'économie circulaire, mais comme ça rentre quand même dans réduire à la source. Les initiatives qui font de la mutualisation d'équipements, par exemple la remise à Montréal, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est aussi réduire à la source, mais ça pourrait être juste vous qui achetez une voiture en commun avec vos voisins. Ça rentrerait dedans. Est-ce que vous vous déclareriez comme faisant de l'économie circulaire? Je ne sais pas. Prolonger les usages, on a tous les exemples de citoyens et citoyennes qui créent des produits durables, par exemple des couches lavables. On a un bel exemple en France. Euh, qui d'ailleurs s'est peut-être arrêté depuis en tout cas. Tous les exemples de réparation communautaire, par exemple Beckham, je leur fais un petit peu de publicité si vous voulez aller réparer votre vélo. Donc ça, c'est pareil, c'est pas, ils se revendiquent pas de l'économie circulaire, mais
c'est prolonger les usages. Valoriser, recycler, donc tout ce qui est compost communautaire, je fais plus mon compost seul, je le fais avec mes voisins. Dumpster diving ou glanage en français. Les initiatives de revalorisation, on va chercher des meubles dans la rue, on les retape. Je donne vraiment des exemples en vrai. Euh, et surtout, là où c'est particulièrement intéressant, c'est que ces espaces-là, ce sont des espaces d'éducation, ce sont des espaces de transformation par l'action, de transformation des pratiques, mais aussi des mentalités. Et là, on rentre vraiment dans ce truc de la transition qui se fait à plusieurs niveaux, elle se fait par le bas, et on change les pratiques, on change la société. Et puis, je pense que c'est un peu la thématique qu'on va parler avec la première présentation, par exemple, de l'après-midi, de l'importance de transformer aussi les mentalités. Voilà. Mais, problème, les initiatives citoyennes entretiennent quand même des rapports qui sont assez ambigus avec les institutions. Euh, des rapports qui généralement s'inscrivent entre coopération et opposition. Euh, je parle là, ici, ben, en fait, je vais vous en parler maintenant, en une phrase, des initiatives qui refusent la collaboration avec les institutions parce que, elles portent une forme de politisation et que la collaboration avec les institutions viendrait dénaturer cette politisation-là. Mais pour les initiatives qui choisissent de collaborer, souvent c'est pour des questions de pérennisation ou de développement. Et ces collaborations se matérialisent sous la forme de subventions, de prêts de terrain. Il y a d'autres formes de collaboration, mais le plus souvent, c'est ça. Le problème, c'est que ça crée des relations de dépendance avec les institutions. Pour les institutions, intégrer les initiatives citoyennes, c'est aussi un moyen de renforcer leur processus participatif, mais on fait face à un vrai risque d'instrumentalisation de cette participation. Et puis ce qu'on constate dans la littérature, c'est que souvent, il n'y a pas vraiment d'effectivité des processus participatifs. Et puis, en fait, on peut se poser tout simplement la question de la compatibilité des approches entre l'approche top-down et l'approche bottom-up. Comment est-ce qu'on va les concilier? Comment est-ce qu'on fait pour faire collaborer les initiatives avec les institutions, avec des visions de la transition circulaire qui, a priori, sont pas exactement les mêmes. Ok. Je reprends le vélo et après, je vous parle d'inégalité de genre. Hum. Donc, pourquoi est-ce que je parle d'inégalité de genre? D'abord, seulement en économie circulaire, bon, c'est une littérature qui est assez naissante, mais il y a de plus en plus de papiers qui se proposent de faire l'étude des potentielles inégalités. Et qui démontre que il faut y faire attention parce que les femmes n'ont pas forcément accès aux mêmes opportunités de formation et aux mêmes opportunités de travail que les hommes en économie circulaire. Et que si la transition circulaire se poursuit, on pourrait accentuer ces inégalités-là. Et un élément assez intéressant, c'est que le genre est pour l'instant a priori complètement absent des politiques en économie circulaire. C'est vraiment, on en parle. Euh, Dans les initiatives citoyennes, respectivement, on constate qu'il y a souvent une répartition genrée des tâches. Si je prends les exemples de réparation communautaire, il y a plusieurs articles qui démontrent que les femmes, elles font les réparations textiles et les hommes, ils réparent tout le reste, donc, les vélos, l'électronique, c'est super. Et puis, historiquement, c'est quand même les femmes qui s'impliquent dans la transition socio-écologique. Hier, on a entendu Valérie, qui est aussi son étudiante, qui a souligné le fait que les femmes sont plus enclines à faire du zéro déchet. Il y a plusieurs articles qui confirment ce résultat, qui disent que les femmes sont plus encline à payer pour des produits qu'on labelle genre durables. Euh, et donc, il y a quand même un débalancement, ou en tout cas, on peut observer des dynamiques genrées au sein des initiatives citoyennes et plus globalement du mouvement de la transition socio-écologique. Puis si on prend ces deux domaines et qu'on regarde les initiatives citoyennes en circularité, ce qu'on voit, c'est que souvent, ça touche au domaine du domestique. Quand je répare des objets dans ma maison, parce que c'est dans ma maison, je répare mes vêtements. Si je fais du compost avec mes voisins, c'est très domestique. Le compost, c'est mes déchets, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ma maison, de mon foyer, puis je le mets dehors. C'est super intéressant, cette question de ce qui est privé, puis que je rends public. Mais surtout, ce que je veux souligner ici, c'est que le domestique, c'est les femmes traditionnellement. Aujourd'hui, c'est en train de... C'est rigolo, ça. Merci. Aujourd'hui, c'est en train de changer progressivement.
Mais voilà, si on propose des initiatives citoyennes de compost, bah, qui c'est qui va s'en occuper? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la transition circulaire citoyenne se retrouve à peser sur les épaules des femmes? Euh, et puis, les initiatives citoyennes, c'est aussi une occasion de faire de l'activisme du quotidien, j'en ai parlé tantôt. Donc c'est chouette. Ça permet peut-être aux femmes d'accéder à des espaces de participation publique et politique auxquels elles n'ont pas accès traditionnellement ou pas autant que les hommes. Mais on ne voudrait pas que ça devienne des espaces que j'appelle d'aliénation genrée. Ça vient pas de moi, ça vient d'un article super intéressant et j'aurais dû vous mettre la référence, mais je l'ai oublié. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la donner. Euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que il faut y faire attention. Donc, je résume un peu ce que j'ai dit grâce à cette revue de la littérature. Bon, déjà, on a besoin de recherches sur l'économie circulaire au Canada. Ça, il y en a pas énormément pour l'instant, il n'y en a pas assez. On a besoin de recherches empiriques sur l'économie circulaire qu'on appelle holistique. On a besoin de recherches sur l'intégration et la compatibilité des perspectives et des approches entre les perspectives citoyennes et les perspectives de politique publique institutionnelle. Et on a besoin de recherches sur les inégalités de genre en économie circulaire pour pouvoir les prévenir et les anticiper. Voilà. Et c'est là où j'arrive. Enfin, je vais essayer. Et j'ai deux objectifs principaux qui sont assez évidents si vous avez écouté les lacunes que je viens de donner. Donc l'objectif, c'est de comprendre réciproquement le positionnement des initiatives citoyennes face aux institutions, puis des institutions face aux initiatives citoyennes, de voir comment ils s'intègrent et ils s'incluent mutuellement. En deuxième lieu, d'identifier les dynamiques genrées dans les initiatives citoyennes et comment elles sont prises ou pas prises en compte par des politiques publiques en cours et à venir. Hop, comment on va faire? Ce projet, il s'inscrit dans un projet plus large. Je ne suis pas seule pour réaliser cette lourde méthodologie prévue. Mais en gros, on va faire une étude comparative entre Montréal et deux villes en Europe. Cette étude comparative, elle va se baser sur des entretiens semi-dirigés avec des acteurs et actrices qui sont impliqués dans la constitution des politiques publiques urbaines. On va regarder deux, trois entretiens par ville. Et puis avec des citoyens et des citoyennes qui sont engagés dans des initiatives de transition circulaire, entre 12 et 15 par ville aussi. Ça fait beaucoup, mais je ne suis pas sûre. Et puis, je vais faire des observations participantes. Donc, je vais aller dans les initiatives. Et ça, c'est surtout pour regarder les inégalités de genre. Parce que je pense que c'est pas forcément... c'est quelque chose qui doit s'observer aussi. Normalement, je vais dans trois initiatives citoyennes pour faire ces observations. Voilà, j'ai pas vraiment de conclusion. Ma conclusion, c'est juste, normalement, je passe mon examen de synthèse l'année prochaine. Et normalement, on fait la collecte de données de mai à décembre 2026. Et normalement, j'analyse mes données de décembre à août 2027. Et normalement, genre en 2028, j'aurai des choses intéressantes à vous raconter sur ce qu'on a fait pendant les 4 dernières années. Et peut-être que j'aurai un doctorat, si tout se passe bien. Merci. Merci, Clara. Est-ce que nous avons des questions? Plusieurs. Je vais y aller. Je vais peut-être aller dans le prochain. En fait, je me demandais, une unité d'analyse, ça va être quoi quand vous parlez d'initiative? Parce que là, je viens de m'apercevoir que c'est le projet sur lequel on va travailler ensemble, donc je suis très contente d'avoir semi-écouté. Donc, c'est quoi l'unité d'analyse? Est-ce que, par exemple, ça pourrait être une politique municipale? Parce que ça va être. Donc, est-ce que la politique municipale tient compte d'une analyse différenciée selon les sexes, selon les genres, par exemple? Ça pourrait être une unité, ça pourrait être la politique, politique macro. Puis une autre unité d'analyse, ça peut être une initiative justement ascendante, citoyenne. Mais là, c'est parce que vous allez devoir choisir des cas pour vos unités d'analyse pour faire l'immersion. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? Ouais, ben pour l'instant, c'est le début du projet. C'est sûr qu'on va s'ancrer au niveau municipal. C'est ça l'objectif. C'est vrai que j'ai pas précisé. Et après, pour ce qui est des cas d'analyse, je ne sais pas encore combien de cas on va choisir. Je pense que quand on en avait discuté, c'était peut-être genre deux, trois cas d'initiatives différentes. Faudrait voir, est-ce qu'on veut cibler une stratégie de circularité? Est-ce qu'on veut cibler un secteur? Est-ce qu'on veut regarder ça de manière plus transversale? C'est des questions qui sont vraiment
encore à répondre. Je sais pas. Merci, et Ina. Oui, bravo, sujet très intéressant, justement, soulevé du genre. J'ai une question pour le premier faire. Une première question, on va être peut-être naïve, mais méthodologiquement, comment tu vas séparer, parce que, tu sais, il y a des différences culturelles. Alors, au Québec, les hommes sont quand même beaucoup plus impliqués dans les travaux domestiques que dans la culture française, par exemple. Donc, comment dans cette comparaison, et peut-être qu'il y a des outils qui existent, mais je me pose la question grandement de me dire comment séparer l'aspect culturel de l'aspect inhérent de l'économie circulaire holistique. Comment on procède dans ce Excellente question. Je sais pas, j'y ai pas du tout réfléchi, c'est vraiment une bonne question. Il doit y avoir des outils, j'imagine. J'imagine. Comment on passe d'un projet à Est-ce que tu as une réponse, Emmanuel? Réponse, Ok. Et, en fait, j'ai vraiment pas de réponse, mais c'est super intéressant. Je vais le noter, puis on se revient peut-être l'année prochaine à la fin. Il y a un autre qui a un commentaire, puis là, je passe là. Pas. Euh, c'est intéressant l'aspect de genre dans l'économie circulaire holistique et dans permacirculaire. Merci, j'ai une petite note, là, c'est vraiment des références intéressantes. Mais aussi dans l'économie circulaire traditionnelle, plus technocentrée, le mot collaboration est du coup revenu ces derniers jours. On en parlait. Il y avait une étude assez intéressante, puis je me suis intéressée à un moment donné à l'intelligence collective dans le cadre d'un livre collectif, justement, par des femmes, qu'il y avait cette notion-là d'intelligence collective extractiviste où souvent les femmes sont instrumentalisées comme étant des agentes de collaboration, mais qui avait cette question aussi, je ne sais pas si dans tes lectures, tu as revu, tu es tombé un peu sur le rôle des femmes dans l'intelligence collective et l'innovation. Il y avait une étude d'ailleurs du MIT qui était assez intéressante où ils voulaient mesurer l'intelligence collective des groupes en passant par des calculs de QI, hein, c'était des ingénieurs. Mais en faisant les résultats, en fait, ils ont réalisé, c'était pas l'objet de leur étude, où les groupes où il y avait des femmes, le QI de groupe était beaucoup plus élevé. Et depuis, d'ailleurs, le QI collectif. Et en fait, depuis, il y a tout un pendant de littérature au niveau du management de l'innovation sur les rôles des femmes dans l'innovation, mais tu sais, des fois, c'est pas toujours, pas souvent, les femmes vont se retrouver instrumentalisées comme des agentes de liaison, mais ça va être très partiel. Puis moi, j'avais nommé ça à l'époque de l'intelligence collective plutôt extractiviste que réellement 100% incarnée aussi par l'approche plus peut-être féministe de la co-création. C'est pas du tout des théories dans lesquelles je me suis inscrite pour l'instant. On passe beaucoup par la théorie du care dans la route de la littérature que j'ai fait pour l'instant, mais je vais regarder, ça a l'air vraiment intéressant. Merci. Daniel. Oui. En fait, dans tes constats, tu mentionnes, bon, tu parles du Canada. Le Canada, c'est assez hétérogène en matière d'économie circulaire, là. Quand on regarde, le Québec est largement en avance sur tous les territoires nord-américains en matière de circularité. Quand tu parles du Canada, il y a des provinces qui font absolument zéro. Il y en a d'autres qui sont avancées comme le Québec. Il y a des provinces intermédiaires, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Il faut faire attention en disant que c'est naissant. Au Canada, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est naissant l'économie circulaire si on se réfère au fait qu'on a commencé au Québec en 2013-2014, ce n'est pas tant que ça. Le Québec fait partie du Canada, donc je ne sais pas. Par rapport à l'Europe a commencé sa démarche en 2009-2010, hein. Donc, nous, 2013-2014 au niveau du Québec. Fait que en fait, je pondérais un petit peu peut-être mes propos lorsqu'on dit naissant au Canada, ou alors tu prends une autre dimension d'analyse. Est-ce que tu prends le Canada comme analyse ou tu prends le Québec avec Montréal et peut-être d'autres villes? Montréal, en fait, se définit comme étant peut-être la métropole la plus leader en économie circulaire, mais il y a quand même beaucoup d'autres territoires plus petits au Québec où il se passe plein de choses, là. Et, on fait une cartographie avec Québec circulaire, des initiatives qui se déroulent sur le territoire québécois, géoréférencées.
Donc, pour t'aider aussi, en 2017, on avait fait à l'Institut EDEC une cartographie de toutes les initiatives de circularité. En fait, toutes. C'était pas si exotique que ça, mais on en avait, à l'époque, en 2017, répertorié presque 1000. Je pourrais t'envoyer la cartographie, mais évidemment, il y en a sûrement là-dedans qui n'existent plus, là, mais je peux te dire qu'en 2017, on avait déjà regardé, au regard des stratégies de circularité que compte l'économie circulaire, qu'est-ce qui se déroulait sur le territoire montréalais. Alors, fait que c'est peut-être des éléments de contexte qu'il faut peut-être juste réajuster peut-être dans lorsque tu présentes les trucs. Ton background, c'est quoi, en fait? Je suis ingénieur en génie industriel. OK, parfait. Euh, j'avais d'autres trucs, mais j'ai oublié. En fait, pas faire d'autres questions, ça me reviendra peut-être. Mais merci pour tes Ouais. commentaires. Bono. Euh, peut- Peut-être juste une suggestion, mais c'est très intéressant. Peut-être tu pourrais comparer un peu comment les questions sont posées sur l'importance des jeunes de genre dans le domaine de l'énergie, hein. Moi, j'ai fait la recherche sur citoyenneté énergétique ou energy citizenship. Et les pratiques sont différentes, comme dans l'économie circulaire. Mais en tant que tel, ça pourrait être intéressant de regarder un peu le contraste. Donc, energy citizenship, il y a beaucoup de littérature. Energy citizenship et genre, et gender, tu vas trouver des choses pour comparer. Merci. Bonjour. Ma question va peut-être un peu écho à ce que le monsieur disait ici. Je vois que c'est étudié Montréal, deux îles en Europe. Est-ce que c'est des grosses îles? Est-ce que la ruralité et justement, est-ce que l'économie circulaire peut amener à la ruralité serait étudiée peut-être en Europe parce que c'est l'avancée à ce que j'ai compris. Et juste en entendu sur l'économie circulaire et ruralité. Est-ce que débrouillardise des gens dans la ville versus des gens dans la ruralité? Est-ce que la ruralité peut inspirer l'urbanisme dispersal? C'est super intéressant. C'est une grande question. Euh, Moi, il faut savoir que j'ai commencé ce doctorat dans un programme en études urbaines, donc on se situe vraiment genre, dans l'ensemble de la ville. Ce qui ne nous empêche pas de parler des territoires adjacents à la ville qui nourrissent les flux urbains. Mais je pense que pour notre étude, on va pas aller regarder du côté de la ruralité. Ce serait peut-être un autre projet. Si quelqu'un cherche un projet de recherche. On les a pas encore choisis, mais c'est une question méthodologique aussi, voir est-ce qu'on prend des villes qui ont des approches qui sont très similaires à celles de Montréal ou au contraire des approches qui sont radicalement opposées. À voir. Bien, juste comme préciser, dans le fond, est-ce que c'est un peu le même type d'échelle de ville que vous allez viser? Oui, Ouais. idéalement. Oui. Oui, c'est vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir les résultats. En fait, un autre peut-être élément, dépendant de quels organismes vous étudiez ici à Montréal, je pense qu'ici, on est vraiment rendu dans certains milieux au-delà de la binarité des genres. Donc, la question de poser la manière que vous la posez pourrait être problématique dans certains organismes. Mais c'est sûr que toute personne qui s'identifie comme femme, là, c'est bon, je ne sais pas si vous allez parler de non-binaire, mais va sûrement être en train de faire les tâches d'exécution dans une organisation, puis les tâches de représentation, ça va être les personnes qui s'identifient comme des hommes, là. Les cis-het, là, les hommes cis-het, ça va être ça. C'est malheureusement beaucoup ça encore aujourd'hui, là, je pense. Puis il y a beaucoup de littérature ici, évidemment, historique, depuis 100 ans là-dessus, là, dans les mouvements sociaux, en organisation communautaire, en économie sociale, dans toutes les. C'est un gros sujet, là. Mais en tout cas, parce qu'en France, je pense que c'est peut-être un peu moins évolué, là. J'ai publié aux éditions du Remue-Ménage et aussi à l'Atelier de création libertaire, le même livre. Et au Québec, c'est en langage non genré. Et en France, c'est féminisé. Parce que c'était pas possible d'aller dans le non-genré, même si le Remue-Ménage dit vous pouvez prendre notre manuscrit. J'imagine que. Non, mais c'est un excellent point, puis c'est des questions auxquelles je suis très sensible étant moi-même touchée par ces questions-là.
aujourd'hui, je parle de femmes parce que c'est une présentation à l'oral, puis ça simplifie les choses, mais c'est sûr que c'est des choses qui sont prises en considération. Une toute dernière question, s'il y a commentaire. Oui, faire une remarque. Merci d'avoir rappelé que l'économie circulaire pouvait être au service simplement de la croissance verte et qu'il y a vraiment différents modèles et qu'il ne faut pas l'oublier, c'est pas forcément vertueux, quoi. Merci. Merci, Sarah.